Je me présente, je suis Anne Caron d'Église, je suis magistrat actuellement à la Cour de cassation et donc je travaille déjà avec l'espace éthique depuis plus de 10 ans sur les questions de droits des personnes, de respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et de capacité des personnes. La crise sanitaire que nous venons de traverser, mais dans laquelle nous sommes encore, m'interroge de ma place de magistrat à la fois sur le respect des droits fondamentaux des personnes, sur la nécessité de protéger les personnes elles-mêmes lorsque une crise survient, et sur les équilibres à trouver entre les nécessaires restrictions qu'il faut mettre en place lorsqu'on est décideur public, mais aussi sur les limites de ces restrictions qui doivent toujours être nécessaires, proportionnées aux besoins et aux objectifs poursuivis, et qui doivent en tout cas ne jamais porter atteinte à la dignité des personnes. Et la dignité des personnes est une expression qui très souvent est galvaudée parce que, interrogeons-nous, nous ne mettons pas tous la même chose derrière la dignité des personnes. Et ce que nous avons traversé a montré qu'un certain nombre d'intervenants, de soignants, mais aussi de travailleurs sociaux, mais aussi de familles, bref, d'intervenants de manière générale, ont été profondément blessés par les décisions qu'ils ont été amenés à prendre au nom de la protection de la santé. Et protection de la santé pour laquelle les décideurs publics n'ont pas, à mon sens, communiqué de manière suffisamment pédagogique et claire. Entendons-nous bien, cette crise sanitaire a surpris tout le monde. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'elle n'avait pas été suffisamment anticipée, elle n'avait pas été suffisamment réfléchie, et pas suffisamment réfléchie parce que peut-être nous avions du mal collectivement à imaginer qu'une telle crise, une telle pandémie pouvait se produire en France, mais partout dans le monde. Et donc les décideurs publics ont été amenés à prendre des décisions dans le brouillard, avec peu de certitude, en s'entourant d'avis de scientifiques, mais de scientifiques qui, en tout cas pour le grand public, sont des scientifiques qui n'avaient pas tous les mêmes messages. Donc cela contribuait bien évidemment à la difficulté de compréhension du sujet. Et cela contribuait probablement sur le terrain à la difficulté pour les responsables de structures, d'établissements, de services à domicile, pour les familles, la difficulté de savoir se positionner vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Et donc dans ce contexte, de ma place de magistrat, je m'interroge profondément sur l'utilisation qu'on a pu faire de la crise sanitaire qui est réelle et qui a entraîné des morts et dont on n'a pas mesuré toutes les conséquences, notamment sur les conséquences sur le temps long, puisqu'un certain nombre de personnes en ont encore des séquelles physiques, mais aussi séquelles psychiques. Et donc, nous n'avons pas suffisamment encore exploré ce que les gens ont ressenti sur le terrain. Alors que, au nom du respect de la vie, puisque c'est cela qui a été mis en avant, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais au nom du respect de la vie, tout un pays, et beaucoup de pays dans le monde, ont été complètement paralysés pendant un certain nombre de semaines. Et paralysés pour pouvoir soigner, mais soigner dans des conditions auxquelles il va nous falloir réfléchir ensemble. Soigner, mais aussi accompagner les personnes. Et de ce point de vue, toutes n'ont pas été accompagnées de la même façon. Les personnes à domicile n'ont pas été forcément accompagnées parce que les aides à domicile n'intervenaient plus, n'avaient pas de masque, n'avaient pas elles-mêmes de protection, au moins dans un premier temps. Les personnes n'ont pas été non plus suffisamment accompagnées dans les établissements d'accueil, je pense aux EHPAD en particulier, mais il n'y a pas que les EHPAD, il y a d'autres établissements d'accueil. Et si nous devons rendre hommage, et un hommage très appuyé, à l'ensemble des professionnels, des bénévoles, des familles qui ont déployé des trésors d'inventivité, pour à la fois essayer de respecter les règles, mais en même temps pour pouvoir faire ce geste d'humanité, qui permet à certains moments de dire mais ce règlement rend la personne encore plus malade et encore plus souffrante qu'elle ne l'est. Je vais prendre un exemple très clair.
lorsque vous empêchez des visites, lorsque vous empêchez des contacts, au nom de la crise sanitaire, et donc ça on peut évidemment tout à fait le comprendre, et au nom du refus de la propagation d'un virus qu'on ne connaît pas encore très bien. On peut aussi entendre que pour des personnes pour lesquelles le contact est extrêmement important, le regard est extrêmement important, il est indispensable de ménager des temps d'échange. Et c'est ce qu'ont fait un certain nombre de structures en permettant pas nécessairement des visites physiques dans la même pièce et se prendre dans les bras par exemple, bien sûr, mais ont permis par exemple des échanges par le biais de téléphones, de tablettes, par le biais de rencontres avec une vitre entre les personnes ou sur le balcon des établissements. Bref, ont permis ces rencontres à des moments où la réglementation n'était pas très claire ou en tout cas pouvait être figée et empêcher cette relation indispensable entre les personnes. Autre élément important selon moi, il faut entendre ce que les familles, les personnes concernées, c'est-à-dire en particulier les soignants, les travailleurs sociaux et médico-sociaux, les sociétés de pompes funèbres aussi, ont pu dire sur la manière dont les personnes en fin de vie, à domicile ou en établissement, ont été laissées pour compte parce que les relations, les visites étaient interdites. Donc ça veut dire que l'accompagnement du dernier moment n'a pas été fait au juste niveau. Plus encore, nous avons des témoignages de non-accompagnement du deuil lui-même, avec une violence extrêmement importante ressentie par ceux qui restent, par le non-respect des rituels. Et en particulier, le fait de savoir qu'un de ses proches ou une personne dont on s'est occupé, qu'on a accompagné parce qu'on est aide-soignant, parce qu'on est visiteur, parce qu'on est infirmier, une personne est décédée, elle n'a pas pu bénéficier de la toilette mortuaire, mais elle a pu subir tout simplement une désinfection et ensuite un départ sans véritablement qu'elle puisse avoir le respect qui est dû à toute sa vie et qui est dû aussi à ceux qui restent. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. Je veux dire que cette crise doit nous faire réfléchir sur la manière dont, de manière générale, nous n'accompagnons pas suffisamment les personnes qui commencent à être en difficulté, qui commencent à être dans un processus de fin de la vie qui peut durer longtemps et qui ont absolument besoin que ceux qui les accompagnent, qu'ils soient professionnels, bénévoles, familles ou proches, doivent être respectés. Et doivent être respectés en les entendant, en les écoutant et en mettant en place à leur côté des structures pérennes, des organisations pérennes qui permettent non pas simplement en temps de crise, mais au-delà des temps de crise, de pouvoir véritablement respecter l'humanité tout entière et ce qui nous tient ensemble. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel et pas simplement à des protocoles dont on voit bien aujourd'hui les limites. Il y a la loi, il y a les règlements, et puis il y a les valeurs sur lesquelles repose l'ensemble de la société et qui se traduisent par exemple dans des conventions internationales, Convention des droits de l'homme, Convention internationale des droits de l'enfant par exemple. Et donc au-delà de la question de la règle, et en particulier de la règle que l'on peut imposer dans le fonctionnement des établissements, il y a les valeurs sur lesquelles repose notre démocratie, qui sont des valeurs qui sont très profondément attachées aux droits de l'homme, et de la femme, ou encore on dira aux droits humains. Et ces valeurs, ce sont en particulier le respect de la dignité des personnes, c'est en particulier aussi le respect de l'écoute de la personne, pour pouvoir recueillir son consentement à ce qu'on lui propose, et à défaut de consentement, au moins son assentiment. Et cela ne peut être obtenu que dans le cadre d'une relation installée entre celui qui propose et celui ensuite qui va accepter, refuser ou ne pas s'y opposer. Alors j'entends bien qu'en période de crise sanitaire, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de tenir ensemble la protection du collectif et le respect de l'individu. Et les deux ensemble, c'est véritablement
très difficile et parfois impossible. Toutefois, il est très important que collectivement nous nous interrogions sur ce qui s'est passé réellement, que nous mettions en récit ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite penser l'impensable, puisque cette pandémie a été vue quand même par beaucoup comme l'impensable, l'impensé, du blocage complet à l'échelle du monde, de toutes les sociétés, de tous les pays. Donc il faut maintenant que nous nous demandions ce qui peut amener de telles décisions au nom d'une crise sanitaire, en temps de paix et non pas en temps de guerre. Ce qui pourra amener demain à des dispositions forcément dérogatoires, exceptionnelles, mais non pas en temps de crise sanitaire, mais demain peut-être en période de crise climatique, demain peut-être parce que nous aurons une catastrophe écologique. Bref, comment voulons-nous vivre ensemble? À partir de quelles valeurs et de quel cadre juridique? Le cadre juridique n'étant pas simplement la manière dont nos gouvernants décident pour nous l'intérêt du collectif, mais la manière dont ils respectent cet équilibre très difficile entre le collectif et les droits individuels qui font de chacun de nous des citoyens. Et évidemment pour cela suppose que nous ayons confronté toutes nos expériences aux valeurs qui nous tiennent ensemble. Je crois que le moment est venu, parce que nous avons vécu depuis quand même un certain nombre de mois, de ne pas faire comme si ne s'était rien passé, de ne pas faire comme si finalement cette crise nous l'avions surmontée, et comme si demain nous pouvions recommencer avec des organisations dont nous avons bien vu que c'était des organisations qui étaient déjà très en difficulté. Je pense au système hospitalier, je pense au système de santé, je pense aussi au système de l'accompagnement social et médico-social, puisque cet accompagnement est à la charge des collectivités territoriales. Elles l'ont fait, pour la plupart d'entre elles, mais elles l'ont fait, nous l'avons vu, pour ce qui est de la France, de manière très inégalitaire. Les inégalités territoriales sont apparues de manière évidente. Il y a un certain nombre d'endroits où les choses se sont faites, où les initiatives ont été accompagnées. Il y a d'autres endroits, et pratiquement toujours les mêmes, celles dans lesquelles, donc des territoires dans lesquels il est extrêmement difficile d'accompagner les populations parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles sont précaires, parce que les structures hospitalières ou de soins de première ligne ne sont pas suffisamment stables, solides. Je pense par exemple, je vais donner un exemple précis, l'exemple de la Seine-Saint-Denis est un exemple extrêmement parlant. Et ce n'est pas faire injure aux professionnels, aux aidants, aux associations qui ont fait absolument tout ce qu'ils pouvaient, mais qui pour autant ne reçoivent pas un accompagnement à hauteur des difficultés rencontrées par ce département. Il y en a d'autres comme cela. Il y a des zones dans des départements, je pense à certaines zones rurales, dans lesquelles aussi il est extrêmement important de réfléchir à nouveau à la manière dont nous souhaitons organiser les territoires pour que des réponses de proximité puissent se mettre en place. Et c'est cela, je crois, que nous devons absolument travailler, non seulement pour mettre des règles qui soient des règles suffisamment flexibles pour être adaptables, mais qui soient des règles reposant sur des valeurs fondamentales, mais pour aussi considérer que la démocratie ne peut vivre que si elle s'alimente en permanence de retours d'expérience. Absolument. Le problème, c'est qu'on... c'est moi qui parle, hein, ouais. mais j'ai l'impression qu'on n'en est plus là. Le retour d'expérience, bon, je veux dire, c'était intéressant ce matin d'entendre juste ces deux choses, c'est-à-dire on a tout de suite compris, mais même pas compris, on le savait, c'est de l'ordre des connaissances. Les personnes les plus fragiles et les premières victimes, ce seraient les personnes âgées et les personnes précaires. Bon, c'est pas du tout les personnes qui ont été prioritaires, donc il est où le gap ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne décide pas immédiatement ? Les Anglais, il y a beaucoup de choses à reprocher aux Anglais, mais alors franchement, de ce point de vue-là, c'est quand même fabuleux. Alors c'est culturel. Enfin, vous recevez un texto sur votre téléphone, vous devez aller, vous pouvez vous faire dépister pour le cancer du sein, vous pouvez vous faire dépister pour ceci, pour cela, c'est demain, vous avez tel âge, bon, vous ne répondez pas, on vous renvoie un truc. Tout le monde.
Bon. Alors, vous n'avez pas de portable, je pense qu'ils ont sûrement pensé à d'autres solutions. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Ici, vous n'avez pas de portable et pourtant, on vous demande de vous inscrire en ligne sur je ne sais pas quoi. Bon, ça n'a pas de sens. Oui. Alors, on ne peut pas penser que que c'est juste des fautes que c'est de l'impensé. Enfin, je veux dire, bon... je pense qu'il y a plusieurs choses. Ouais. Il y a un décalage, me semble-t-il, hein, de ma place. Il y a un décalage très important entre les sphères de décision au niveau central et la réalité de ce qui se passe, ce qui est vécu sur le terrain. Ça, c'est la première chose qui me paraît extrêmement importante. La deuxième chose importante, c'est que nous devons absolument retrouver ce qui est commun, les valeurs qui nous tiennent ensemble. Ça n'est pas des questions de génération, ça n'est pas que des questions de territoire. C'est vraiment une réflexion de fond sur ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, donc sur l'essentiel, et pas ce qui nous fait diverger. Moi, ce qui m'inquiète, sans faire de politique politicienne, c'est que nous observons aujourd'hui que les discours sont plutôt des discours clivants, qui accentuent les différences, plutôt que de partir des retours de terrain, à partir quand même d'une expérience qui nous a tous montré ce que c'était que d'être confiné, d'être contraint, d'être quasiment en prison, quand nous étions chez nous sans pouvoir sortir, pendant des semaines. Et donc nous devrions, chacun d'entre nous, nous poser la question de savoir ce qui compte pour nous et comment nous voulons ensemble faire société. Alors vous me direz, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit porté par nos représentants. Et nos représentants, ce sont les décideurs publics. Les décideurs publics politiques, en particulier ceux que nous élisons, et les décideurs publics qui sont les membres des administrations nationales et territoriales, mais qui sont aussi tous ceux qui interviennent dans le milieu associatif, dans les aides de proximité informelles, dans des sociétés privées qui ne sont pas toutes des sociétés privées qui ne pensent qu'au business. Hein. Il y a aussi des sociétés privées qui sont responsables, qui essaient de proposer un autre modèle. Et donc ça, c'est évidemment ce que nous devons repenser collectivement. Après, il faut aller bien au-delà. Parce que ce que j'entends très fortement, c'est que on commence à percevoir une petite musique donnant une résonance à une certaine fracturation de la société entre les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les originaires de tel endroit, ceux qui vivent sur tel territoire de la République et les autres. Je crois qu'il est vraiment urgent, là aussi, d'avoir une réflexion collective de manière à ce que nous puissions à nouveau nous demander quelle est la part de la responsabilité de l'individu, quelle est la part de la responsabilité des politiques publiques, et dans ces politiques publiques, comment on articule l'aide de proximité et l'impulsion nationale. Et je crois que nous n'arrivons pas aujourd'hui à avoir une vraie réflexion de fond sur ce sujet. Personnellement, j'attendais beaucoup du débat sur la loi autonomie, qui pour l'instant est dans les oubliettes, malheureusement, parce qu'autour de l'autonomie se posaient énormément de questions, non seulement sur le grand âge, mais de manière générale sur notre autonomie à tous, sur nos solidarités à tous et sur la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et il me semble que ces trois éléments-là sont des éléments qu'il faut faire entrer en débat et en résonance pour qu'à titre individuel, nous nous sentions tous concernés par ce qui se passe, pas pour l'autre, alors pour notre famille bien sûr, mais aussi pour ceux pour lesquels nous avons un rôle. Moi, de ma place de magistrat, le soignant à l'égard des personnes qu'il soigne, le travailleur social à l'égard des personnes qui l'accompagnent, et on peut décliner comme ça de multiples façons. Je crois que cette crise, elle a quand même aussi révélé d'énormes solidarités. Et une ressource, et des ressources qui pour le coup n'étaient pas forcément pensées au tout début de la pandémie. Une fois que nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvions être utiles, et on l'a vu dans les ateliers, être utile, c'est par exemple des médecins en retraite ou des personnes qui n'avaient aucune activité particulière qui sont venues proposer leur aide. Et ça, on a énormément d'exemples. Et on a entendu les soignants, les gestionnaires de cas dire à quel point ça avait été important de sentir qu'ils étaient en phase avec les questions, les problématiques de l'ensemble de la société. Et je crois que ça, c'est vraiment extrêmement important parce que nous n'avons pas fini
de recevoir et d'apprendre des témoignages de ceux qui ont vécu dans leur chair ou dans leur proximité immédiate ou dans leur métier ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Et la manière dont cette crise a été présentée, avec le décompte du nombre de morts, etc., enfin, et des messages scientifiques complètement brouillés. Hein, donc ça a évidemment contribué à ce message de peur et ce message d'impuissance face à un phénomène qui nous dépassait, qui était présenté comme un ennemi invisible. Ce qui forcément a éveillé chez un certain nombre d'entre nous des souvenirs. Et je pense en particulier aux personnes âgées, mais pas que. Et donc quand on installe ce climat d'inquiétude et de peur, il me semble que nous ne sommes pas prêts à prendre des risques, ni pour nous, ni pour les autres. Et si nous continuons à être dans cette démarche, nous ne sommes évidemment pas prêts à venir tenir un message qui, sans être complotiste, est un message simplement critique, qui consiste à dire, mais argumentez, expliquez-moi pourquoi telle décision a été prise, sur quels fondamentaux, quelle balance d'intérêt avez-vous fait entre la question de la protection, qui est indispensable, c'est ça qu'on demande effectivement à nos dirigeants, mais la question aussi du respect des libertés de manière générale. Ce n'est pas seulement la liberté d'aller et venir, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de pouvoir pratiquer son culte, c'est la liberté de pouvoir rencontrer des personnes de son choix. Et la rencontre, ça n'est pas qu'une rencontre physique. Bref, nous n'avons pas pensé tous ces éléments-là. Et je crois que ça, c'est absolument indispensable. Nous ne pourrons pas faire l'économie de cette réflexion collective, parce que si nous ne l'avons pas, nous allons voir réapparaître d'autres peurs sur d'autres sujets. Et avec derrière, évidemment, la volonté de trouver des responsables, voire des boucs émissaires. Et je crois que là, nous avons une vraie responsabilité. Les décideurs politiques, le conseil scientifique et les scientifiques. Moi, je me réjouis qu'il y ait eu effectivement des scientifiques pour aider le président de la République et les gouvernants, enfin les éclairer, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Mais il n'y a pas que les scientifiques. Il y a bien évidemment les juristes, mais il n'y a pas non plus que les juristes. Il y a les retours d'expérience. Parce que le cadre juridique, les diagnostics, les connaissances scientifiques, elles s'éclairent aussi par l'humanité et donc par la manière dont les personnes reçoivent réellement ce qui est décidé pour eux. N'infantilisons pas l'ensemble de la société. Mais est-ce que parmi vos collègues magistrats, est-ce que par exemple vous êtes soutenu quand vous dites des choses comme ça? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que pas du tout? Comment ça marche? C'est comme toujours très complexe. D'abord parce que je crois pouvoir dire que chacun d'entre nous avons vécu le début de la pandémie et les annonces du président de la République déjà à titre personnel, dans notre organisation de vie à nous, indépendamment de nos professions. Je crois que ça a été, me semble-t-il, le premier réflexe. Bon. Ensuite, évidemment, suivant votre situation personnelle, votre situation géographique, votre situation professionnelle, vous avez forcément un prisme de lecture qui, pour les magistrats, a été le prisme de l'accès à la justice. Que fait-on? Comment accueillir les justiciables? Comment respecter les règles du procès équitable? C'est-à-dire d'entendre les personnes pour qu'ensuite nous puissions les juger dans des temps raisonnables et avec des règles qui sont des règles du respect du contradictoire, des règles des explications de toutes les parties prenantes, bref, que nous puissions prendre une décision nous aussi éclairée. Et donc, mes collègues comme moi-même, nous avons été confinés au mois de mars. Et nous avons été confinés, donc sans nécessairement avoir le matériel, par exemple les ordinateurs, pour pouvoir simplement être en contact avec les greffes. Alors moi, je suis à la Cour de cassation, donc j'avais le matériel. Donc moi, ça n'a pas changé fondamentalement mon travail, si ce n'est que nous n'avions plus d'audience. Mais mes collègues de terrain, les juges des enfants, les juges aux affaires familiales, les juges des tutelles, les juges de la responsabilité, les juges des référés, ceux qui interviennent en urgence,
du côté administratif, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, bref, tout le monde s'est trouvé dans une situation de paralysie dans un premier temps. Et ensuite, nous avons eu des plans de continuation d'activité, mais d'activité minimale, puisque je rappelle que la justice n'a pas été considérée comme un service essentiel. Donc cela veut dire en termes simplement d'équilibre entre la protection aux besoins par des mesures de contrainte et les libertés et les respects des droits, eh bien, il manquait quand même un pan qui était la possibilité de recours à un juge indépendant si l'on estimait qu'il y avait une atteinte disproportionnée. Et dans la mesure où la justice n'était pas un service essentiel et n'a pas pu fonctionner, ça veut dire que les gens se voyaient contraints à un certain nombre de décisions dont on ne mesure pas les conséquences, par exemple en termes de violence conjugale, en termes de violence sur les enfants, en termes de versement de pensions alimentaires, en termes de versement de loyer, etc. Enfin, ensuite, il y a eu des décisions, notamment sur les loyers. Mais dans un premier temps, vous n'aviez pas accès à la possibilité de défendre votre situation. Donc si vous n'y avez pas accès, eh bien forcément, vous vous trouvez confronté, dans certains cas, à un rapport de force avec vos interlocuteurs. Donc voilà, et tout à l'avenant. Des personnes qui ne paient plus leur facture téléphonique peuvent se retrouver sans téléphone. Vous voyez, c'est des choses très simples, mais ça veut dire que forcément, dans mon milieu professionnel, mes collègues de terrain se sont trouvés confrontés à la difficulté d'exercer leur métier, normalement, à partir des règles de procédure et des règles légales qui sont les nôtres pour pouvoir faire respecter les droits des personnes. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est intéressant parce que je ne me l'étais pas posé comme ça. Mais tout à coup, ça fait penser aux soignants. Ben oui. Il y a une espèce de truc, il y a une espèce d'effet miroir là. Oui. Il y a vraiment tout à coup la prise de conscience que, enfin, je ne sais pas, hein, mais il me semble qu'on peut se reconnaître en tout cas dans oui, cette espèce de désarroi des soignants au moment où vraiment c'est la catastrophe et où jamais on entend parler de création d'emplois, pas du tout. Au contraire, mais je vous confirme, ça fait longtemps que je pense que ce qui se passe dans le système de santé est exactement la même chose que ce qui se passe dans le système judiciaire. Pour ne parler que du judiciaire et pas de l'administratif. C'est-à-dire qu'il y a un recul de l'action de l'État qui rétrécit les possibilités d'intervention, en particulier du secteur public. Je ne parle que de celui-là pour l'instant, parce que c'est celui-là qui est comparable. Ce sont ceux-là qui sont comparables dans la santé et dans la justice. Et donc cela amène un désarroi qu'on ne doit pas évidemment faire apparaître quand on est soignant et quand on est magistrat, puisqu'on doit continuer à exercer ses fonctions à bonne distance. Mais tout le problème est d'avoir une distance qui soit compatible avec les exigences qui sont les nôtres, non seulement en termes de compétences professionnelles, mais en termes de positionnement éthique, tout simplement. Donc la difficulté qu'ont rencontré mes collègues magistrats, et moi-même parce que je suis à la Cour de cassation, mais ça a été de ne pas pouvoir rendre la justice dans des conditions normales. Et là, la question de l'adaptation est très compliquée, parce que progressivement, un certain nombre de textes sont venus expliciter comment pouvoir rendre effectivement la justice dans des services non essentiels. Et donc l'une des réponses a été de prévoir des modes de règlement de la justice sans comparution des personnes. Donc des audiences non obligatoires. Donc ça veut dire qu'on demandait au juge de juger sur dossier. Donc ça aussi, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors pas dans toutes les matières, bien sûr, il faut nuancer, c'est beaucoup plus complexe que ce que je présente là. Mais comment voulez-vous, quand vous êtes magistrat, rendre une décision uniquement sur des présentations de dossiers, donc écrites sans avoir rencontré les gens? Alors que la mission du magistrat, en particulier dans un certain nombre de domaines, c'est d'écouter, d'analyser, de traduire en droit pour pouvoir ensuite rendre une décision qui non seulement, dans le meilleur des cas, mette fin aux difficultés, mais soit comprise, parce que les personnes vont continuer à vivre avec la décision que vous rendez. Je pense que le parallèle avec la médecine peut absolument être fait. Donc forcément, quand vous vous trouvez confronté à une crise sanitaire qui est gérée uniquement par le prisme sanitaire,
forcément, vous vous trouvez, alors désarroi est peut-être un mot fort pour l'ensemble de mes collègues, mais il y a eu des moments de grande solitude, oui. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir comment on en sort. Est-ce que ces procédures d'exception vont perdurer? Parce que bien évidemment, on traite beaucoup plus de dossiers quand on ne voit pas les gens. Donc on peut dire qu'on a une capacité de réponse à la demande judiciaire qui est bien meilleure. Comme en médecine, on traite évidemment beaucoup plus de situations si on passe 5 minutes par patient. Je caricature à peine dans certains domaines. Il faut se poser ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas tenir une société ensemble si sur des domaines aussi importants que la santé et la justice, nous ne nous donnons pas les moyens d'entendre la manière dont les personnes perçoivent l'importance de ces deux domaines. Qui, pour la justice, c'est un domaine régalien, c'est très clair. Pour la santé, je pense que tout le monde dira que oui, la santé, c'est une affaire de l'État, pas que de l'État, mais bien sûr aussi de l'État, parce que c'est l'État qui va impulser, par la sécurité sociale, les remboursements, l'organisation des structures, l'offre de soins, etc., bien sûr. Mais si nous ne faisons pas ce travail, eh bien, à ce moment-là, il faut s'attendre à avoir d'autres drames. Ce qu'on sait, c'est que dans la magistrature, depuis des années, il y a une expression assez forte des difficultés que rencontrent les magistrats, non pas à juger, mais à exercer leur métier dans des conditions matérielles de plus en plus difficiles. Ça, c'est quand même, depuis 10-15 ans, c'est quand même très, très présent. La priorité a été donnée au traitement pénal, ce qu'on peut comprendre, au traitement des infractions, à l'accueil des victimes. Bon, ça, on peut tout à fait le comprendre. Mais même dans ce secteur-là, les collègues disent que quand même, nous sommes dans une société qui est une société très conflictuelle, très fracturée, et qui amène beaucoup de procédures judiciaires. Et donc ce flux, il faut le traiter. Ça, pour le flux pénal, je pense aux plaintes, mais pour le flux civil aussi, c'est-à-dire tout ce qui fait la vie quotidienne des personnes. Le droit de la famille, le droit des contrats, le droit de la santé, le droit de l'habitation, bref, des sujets qui sont des sujets du quotidien de nos concitoyens. Si nous ne traitons pas ces sujets-là, qui font le vivre ensemble, qui permettent de régler des conflits de voisinage par exemple, autrement que par des sanctions pénales, eh bien, si nous n'investissons pas collectivement dans cette justice-là, nous ne pourrons pas parvenir à une société pacifiée. On va évidemment amplifier les phénomènes de réaction, parfois violentes, parce qu'au bout du bout, et je ne suis pas en train d'excuser la violence, je dis au bout du bout, quand les gens ne savent plus quoi faire, eh bien, ils le font avec leurs mots. Et leurs mots, M-A-U-X ou M-O-T-S, leurs mots, ça peut être une réaction verbale violente. Voilà. Alors, quand c'est une réaction verbale violente, évidemment, ça amène des sanctions. Quand c'est une réaction physique violente, évidemment aussi, ça amène des sanctions. Mais pensons aussi en termes de prévention. Comme en médecine, il faut penser à la prévention et aux soins primaires. Enfin, tout cela se tient ensemble. Donc, encore une fois, si nous ne parvenons pas à faire comprendre à nos décideurs politiques, et le moment est important, que tout ne se décide pas en haut, et tout ne se décide pas simplement par des slogans. Il faut absolument que les décisions s'imprègnent du terrain, et pas simplement en le disant, et en disant on fait une grande consultation, mais on tient compte vraiment de ce que disent les gens, et des expériences des terrains. Et de ce point de vue, les espaces éthiques, les cellules éthiques ont fait remonter énormément de choses. Les 2 jours que nous venons de passer, enfin que nous allons passer, puisque nous n'en sommes qu'à la première journée, mais vont évidemment faire remonter énormément de choses. Donc appuyons-nous sur ce qui est dit à la fois de la règle et de la manière dont la règle a été adaptée, pas nécessairement transgressée, adaptée, pour tenir compte de l'individualisation que l'on doit à chacun pour que la règle soit comprise. Alors, les magistrats ne peuvent pas refuser de traiter des dossiers qu'on leur présente. Et quand je dis dossier, c'est parce que la rencontre avec une difficulté vient d'abord d'un dossier, c'est-à-dire d'une procédure écrite ou dématérialisée, bon, avant de rencontrer les gens. Donc, ensuite, les magistrats vont traiter de la difficulté du problème de droit
au travers de ce qu'on appelle un procès équitable. Le procès équitable consiste à convoquer les personnes, soit elles-mêmes, soit leur avocat, quand il s'agit de procédures pour lesquelles l'avocat est obligatoire. Et donc, le magistrat doit veiller à cela. Il est tenu de respecter lui-même, et c'est ce que nous dit notre code de procédure, c'est ce que disent aussi les instances européennes sur la manière dont nous devons appliquer les règles du procès équitable. Nous devons veiller à ce que la personne ait été entendue pour les affaires qui la concernent, c'est vrai aussi pour les enfants, et qu'elle ait été assistée ou représentée par un avocat quand c'est prévu comme cela. Donc normalement, le juge, en étant le garant, doit reporter l'examen d'une situation si ces conditions ne sont pas remplies. Dans le cas de la crise sanitaire, un certain nombre de dispositions ont été prises par la loi, dans ce cadre de procédure d'exception, pour autoriser le traitement de situations hors la présence des personnes. Et vous voyez bien que là, il y a un vrai conflit. Certains juges l'ont fait, parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions, parce que simplement l'accès au tribunal n'était pas ouvert. Donc, vous avez un arbitrage à faire entre traiter une situation et attendre de pouvoir rencontrer les gens. Donc, il y a des collègues qui, effectivement, ont fait ce choix, mais ça n'était pas toujours possible. Mais n'oublions pas les effets retard, puisque un certain nombre de procédures vont faire l'objet de recours. Et dans le cadre de ces recours, qui peuvent aller jusqu'à la Cour de cassation, voire à la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, la question du procès équitable va nécessairement être posée. C'est pour ça que les effets retard, si vous voulez, il faut vraiment les penser non pas simplement comme l'anticipation d'une crise future, quelle qu'elle soit, mais il faut penser à partir des effets retard que l'on ne peut jamais mesurer immédiatement. Les historiens nous le disent, les historiens de la médecine nous le disent. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que ça n'est pas la première fois qu'on vit une pandémie. Ça n'est pas la première fois qu'il y a une crise. Mais c'est la première fois qu'au niveau de toute la planète, il y a eu effectivement une diffusion extrêmement large du virus, de la pandémie, et que à peu près tous les États ont considéré qu'il fallait mettre en avant la vie humaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mettre en avant la vie humaine? Et à quel prix? Et comment fait-on cet équilibre entre je protège la vie humaine, quoi qu'il en coûte, et je restreins les libertés? Ce qui n'est pas forcément, de mon point de vue de magistrat, protéger la vie humaine. Après, je conçois que ce soit extrêmement compliqué. Je dis simplement que cette complexité doit, me semble-t-il, amener nos décideurs publics à avoir tout le spectre de la réflexion pour pouvoir ensuite agir. Ce qui se produit là et qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps, peut-être la dernière guerre mondiale, je ne sais pas, enfin, c'est que là, on a mis des gens dans des situations de, comment dirais-je, d'obéir à des choses qui étaient en contradiction avec justement des choses qui étaient pourtant réglées, qui étaient, pour lesquelles il y avait des règles établies, il y avait, bon, etc. Et donc là, il y a un petit problème. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, de toute façon, alors certains vont laisser tomber, mais enfin, il y aura quand même des recours. Et effectivement, la question se posera à la fin du procès équitable. Et on dira que non, il n'y a pas eu de procès équitable. Donc pourquoi ça a eu lieu? Puisque ça... Bon, voilà. Mais on peut comprendre que les gens soient pris dans le quotidien et en plus sans moyens, bon, etc. Et renoncent, d'une certaine manière, tout simplement. Renoncent à leurs valeurs parce que c'est trop compliqué. Mais ça, il y a une responsabilité là quand même. Je veux dire, on le sait ça quand même. Quand on est on ne peut pas faire ça en se disant non, mais bien sûr, ils vont faire au mieux. Enfin, c'est une blague. Oui, mais je pense que c'est une responsabilité collective. Et vous voyez, collective. Et donc, il faut vraiment faire extrêmement attention à ne pas pointer du doigt celui qui, au bout de la chaîne, a pris une décision. Ça, c'est tous les jours que les magistrats se posent ces questions. C'est celui qui a pris la décision, au bout du compte, il a fallu qu'il arbitre entre des situations complètement impossibles. Il a fallu qu'il choisisse entre privilégier l'orientation de telle personne dans telle structure de soins ou de telle autre.
finalement de ne pas le faire parce que ça faisait 25 heures, je caricature à peine, que la même personne était aux côtés d'un patient, alors qu'on avait explosé totalement toutes les règles. Donc ça, il faut évidemment faire très attention, et il ne s'agit pas d'aller culpabiliser à outrance ceux qui ont fait ce qu'ils ont pu. Il ne s'agit pas non plus d'aller rechercher la responsabilité politique de tel ou tel, parce qu'à un moment, il a pris telle ou telle décision. Je pense au ministre en particulier. Il y a des plaintes. Les plaintes doivent être traitées par les magistrats, c'est leur métier. Mais faisons attention aussi de ne pas tout confondre. Il y a la responsabilité politique, les responsabilités pénales et les responsabilités civiles. Les responsabilités civiles, c'est de devoir indemniser une personne en raison de la faute ou de l'abstention dont nous sommes responsables. Et puis, il y a la responsabilité morale. Et cette responsabilité morale, elle est évidemment à travailler au regard du respect ou du non-respect des règles et au regard aussi du positionnement que nous devons avoir à partir de valeurs qui nous tiennent ensemble et à partir de ce que la personne elle-même, celle qui est concernée, peut nous dire. Et quand elle ne peut rien nous dire, il est important que les proches, ceux qui comptent pour elle, puissent nous le dire. Et ce qui a été grave aussi dans cette situation, c'est qu'on a écarté les proches. Et écartant les proches de personnes isolées, ça amène à des prises de décision qui sont des prises de décision tellement distanciées qu'en réalité, elles deviennent mécaniques. Donc, je pense que c'est vraiment ça que nous devons absolument travailler. Je n'ai pas la solution, je n'ai pas de réponse, mais j'ai beaucoup d'interrogations sur la manière dont nous devons, et je crois de manière urgente, réfléchir ensemble, mettre en récit vraiment ce qui s'est passé et en n'oubliant rien. Personne n'a de leçon. Bon, on ne peut que constater et que dire. Il y avait des outils juridiques, ce sont ceux-là qui ont été choisis, à partir d'un discours qui est un discours de guerre, donc ça veut dire que forcément on induit la peur chez l'ensemble de nos concitoyens, et donc on le sait. En termes de communication, on le sait pertinemment. Et donc ça veut dire aussi qu'on agite la possibilité d'une responsabilité individuelle. Donc ça, il faut évidemment que ce soit mis en débat. Non pas sur un terrain de responsabilité judiciaire, mais en tout cas sur un terrain de réflexion collective, parce que les décideurs politiques sont des représentants élus par leurs concitoyens. Ensuite, il est très important que les décideurs publics voient les conséquences de leurs décisions, mesurent ce qui s'est passé, mesurent ce que leurs concitoyens ont vécu, qui est nécessairement différent de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu et de ce que leurs proches ont vécu. Ça, c'est très simple à comprendre. Et donc, de ce point de vue, ne pas prendre la mesure de ce que signifie une catastrophe sanitaire, et donc ne pas entendre que peut-être il y a quelque chose de solennel à dire, autrement qu'une communication sèche. Oui, bien sûr, il faut attirer l'attention du politique là-dessus, bien sûr. Moi, il y a des choses qui... Mais ça, c'est un peu... Enfin, je pense que les médecins ont cette même réaction, c'est-à-dire que les scientifiques, que le magistrat ou le juriste, c'est qu'il y a des choses qui vous touchent. Et c'est normal que nous soyons touchés, et moi, je revendique une sensibilité. C'est-à-dire c'est normal que nous soyons touchés. C'est ce qui nous permet de comprendre l'épaisseur de ce qu'on nous dit, au-delà du cadre. Mais nous devons, nous, être extrêmement rigoureux dans ce qu'on analyse. Et cette rigueur nous oblige à voir la complexité des choses, à essayer de l'expliquer. Parce que quand nous rendons la justice, nous la rendons non pas pour traiter un dossier et passer à un autre, mais pour pouvoir dire le droit. Et dire le droit, c'est de permettre aux personnes, dans la mesure du possible, de continuer à vivre ensemble. Eh bien, il me semble que nous pouvons appliquer ce principe à ce que nous vivons.